Tu as peut-être déjà entendu dire que le parc national de Yellowstone reposait sur un énorme supervolcan. C'est la raison pour laquelle la région peut se targuer de puissants geysers et autres sources thermales. Mais cela signifie également qu'en dessous de Yellowstone se trouve une immense chambre magmatique. En 2015, des chercheurs de l'Université d'Utah ont découvert que cette chambre était beaucoup plus vaste que ce que tout le monde pensait jusqu'alors. Et ils ont même découvert un second réservoir de magma sous le premier. Très logiquement, plus ces chambres sont spacieuses, plus elles contiennent de magma. Ensemble, les deux réservoirs accumulent une masse de lave en fusion qui pourrait facilement remplir le Grand Canyon non pas une, mais 11 fois. Mais tu sais ce qui est le plus inquiétant à propos de ces chambres magmatiques? Elles ont tendance à pousser contre le sol qui se trouve au-dessus d'elles. Et par conséquent, le terrain de Yellowstone s'élève d'environ 3 à 5 cm par an. En plus de cela, Yellowstone possède le statut de volcan actif et son indice d'explosivité volcanique, car oui, il y en a un, est de 8 sur 8. Un chiffre aussi élevé signifie que si ce volcan entrait en éruption, il s'agirait d'un événement apocalyptique. Pour mettre les choses en perspective, l'éruption du Pinatubo aux Philippines en 1991, qui est considérée comme la plus puissante de mémoire d'homme, n'a reçu qu'un 6 sur l'indice d'explosivité volcanique. Ah, nulos. Maintenant, voyons s'il y a lieu de s'inquiéter. En mars 2023, les stations sismographiques de l'Université d'Utah ont enregistré 354 séismes dans toute la région du parc national de Yellowstone. Cela semble impressionnant. Mais gardons à l'esprit que l'événement le plus conséquent du mois aura été un mini-séisme de magnitude 3,7. Il s'inscrivait dans une succession de 106 tremblements de terre qui avaient commencé le 29 mars et s'étaient poursuivis jusqu'à la fin du mois. Et oui, les séismes obéissent apparemment aussi à la loi des séries. Te voici donc prévenu. Les sismologues affirment que l'activité sismique de Yellowstone est, eh bien, un peu plus active qu'à l'accoutumée. Mais ce n'est pas aussi grave qu'il n'y paraît. Un géophysicien du nom de Michael Polland, travaillant à l'observatoire du volcan de Yellowstone, affirme que le volcan n'entrera pas en éruption de sitôt. Pour que cela se produise, il doit se trouver assez de magma prêt à entrer en éruption sous la surface. Ouf. Il doit également y avoir suffisamment de pression pour que ce magma monte. Mais aucune de ces conditions n'est aujourd'hui réunie. Selon le chercheur, Yellowstone serait stable en ce moment. Dans le même temps, Polland et son équipe enregistrent toutes sortes d'activités souterraines, à la recherche de signes d'éventuelles éruptions. Certaines d'entre elles peuvent être la fréquence même des tremblements de terre ou la déformation du sol. Des milliers de mini-tremblements de terre couplés à des changements extrêmes à la surface du sol dans cette zone peuvent être des signes avant-coureurs. L'équipe surveille également la température des relevés thermiques de Yellowstone. C'est un autre signe notable d'une catastrophe potentielle, des changements à l'échelle du parc entier dans l'activité des geysers, ainsi que dans ses émissions de gaz et de chaleur. Alors, en dépit des affirmations des médias selon lesquelles Yellowstone serait prochainement sur le point d'entrer en éruption, car la dernière s'est produite il y a 7000 ans, ce n'est toutefois pas ainsi que fonctionnent les volcans. Les experts affirment que c'est l'un des malentendus les plus courants au sujet des volcans. Ils n'obéissent pas à un calendrier. Si une super éruption se produisait toutefois, la chose la plus inquiétante pour nous ne serait pas les coulées de lave, pas plus que le séisme qui accompagnerait très probablement cette catastrophe naturelle. Non. La pire conséquence d'une telle super éruption serait les cendres et leurs retombées. Jetons un coup d'œil à ce qu'il s'est passé quand le volcan de Yellowstone a éclaté il y a de très nombreuses années. Au moins 3 super éruptions se sont produites dans l'histoire du volcan. La plus puissante d'entre elles était 2500 fois plus dévastatrice que la terrifiante éruption du mont St. Helens dans l'État de Washington en 1980. Quant à la super éruption la plus récente du parc, elle y a été surnommée l'éruption de Lava Creek. C'est elle qui a formé la caldeira de Yellowstone après avoir vomi une quantité folle de poussière, de cendres volcaniques et de roches dans les airs. Récemment, les scientifiques ont également découvert 2 autres super-éruptions jusqu'alors inconnues, qui se seraient produites il y a environ 8,7 et 9 millions d'années. La plus récente des deux est désormais considérée comme l'événement le plus important jamais enregistré dans toute la région volcanique de Snake River et Yellowstone. Très bien, jetons maintenant un coup d'œil à ce qu'il s'est passé il y a tous ces millions d'années. Puisque nous n'étions pas là à l'époque, nous supposons tout cela sur la base de preuves. Les premiers signes de la catastrophe sont apparus bien avant que celle-ci n'éclate.
Au cours de milliers d'années, la chaleur n'a fait que s'accumuler à l'intérieur du manteau terrestre. Elle n'a cessé de faire fondre la roche sous la croûte de la planète, laissant derrière elle d'énormes chambres. Celles-ci étaient remplies d'un mélange sous pression de roches semi-solides, de magma, de vapeur d'eau et de différents gaz, y compris du dioxyde de carbone. Toute cette bouillonnante soupe souterraine s'étendait de plus en plus à mesure que davantage de magma arrivait avec le temps. Et la Terre, au-dessus du système volcanique, s'élevait presque imperceptiblement. 1 an avant sa super éruption, Yellowstone a lâché un avertissement, un petit rototo peut-être, mais à cette époque, il n'y avait personne qui pouvait interpréter ces signaux. De plus, ces processus inquiétants se déroulaient principalement sous terre. Par exemple, la décompression libère des boules de gaz. Lorsqu'elles éclatent, ces boules peuvent souvent alimenter des types particuliers d'éruptions. Des mois avant l'éruption, les tremblements de terre de faible magnitude sont devenus plus fréquents et plus intenses. Un peu partout sur les flancs du supervolcan, le sol est devenu plus chaud qu'auparavant. Les lacs de surface et les eaux souterraines sont également devenus plus chauds. Si des gens avaient été présents à cette époque, ils auraient remarqué un brouillard inhabituel autour de la région. Peu de temps avant le début de l'éruption, la pression croissante a poussé le sol qui surplombait la chambre magmatique vers le haut. Cela a créé une élévation en forme de dôme. De minces fissures ont alors commencé à s'ouvrir le long des bords de ce dôme. Imagine-toi ouvrir une bouteille de soda après l'avoir secouée. Quelque chose de similaire se produisait au bord du volcan. Un peu comme l'expérience des Mentos dans du Coca Light. Puis, la pression a été libérée à travers les fractures lorsque les gaz ont éclaté sous la surface. Juste avant la catastrophe, le sol autour du volcan de Yellowstone s'est soulevé. Les bassins géothermiques et les geysers se sont réchauffés jusqu'à atteindre des températures d'ébullition et sont devenus plus acides que d'habitude. Le magma a commencé à remonter vers la surface. À un moment donné, le dôme rocheux de la chambre magmatique n'a plus pu résister et l'éruption a débuté. De petits mais constants tremblements ont commencé à secouer le sol plusieurs jours avant la catastrophe. Mais les véritables secousses n'ont commencé que plusieurs minutes avant l'éruption. Avec un grondement assourdissant, une immense colonne de lave et de cendres a été projetée dans les airs. En quelques minutes, une coulée pyroclastique a balayé la zone à une vitesse comparable à celle d'un ouragan. Une telle coulée est un mélange liquide de morceaux de lave semi-solides, de cendres volcaniques et de gaz en expansion chaud. Cela ressemble à une avalanche de neige extrêmement chaude et toxique. Avec une température d'environ 700 degrés Celsius, elle a tout brûlé tout sur son passage. Le volcan a continué à cracher des cendres pendant des jours et des jours. Pour tous les êtres vivants, leur retombée était l'une des conséquences les plus dangereuses de l'éruption. La cendre volcanique se transforme en ciment vitreux quelques secondes après avoir été inhalée. La plupart des animaux n'ont pas eu la chance d'y survivre. Même des arbres robustes ont commencé à s'effondrer sous le poids de cette substance dense. Il n'aura fallu que quelques jours pour qu'une épaisse couche de cendres recouvre d'immenses territoires. Après que les cendres soient entrées dans la stratosphère, les températures dans le monde entier ont commencé à baisser. L'éruption était riche en soufre, qui est un bloqueur de lumière solaire efficace. C'est pourquoi il a fait si froid qu'il n'y a pas eu d'été dans le monde entier pendant plusieurs années. Les animaux ne pouvaient plus trouver de nourriture ou d'eau propre. Cette catastrophe naturelle, appelée l'éruption supervolcanique de Gray's Landing, était proprement colossale. C'est ainsi que les chercheurs l'ont décrite dans leurs études récentes et elle a affecté un vaste territoire. Les courants de lave ont émaillé de verre volcanique brûlant une zone aussi grande que le New Jersey. Elle a instantanément stérilisé la surface de la Terre, éliminant toute la vie végétale qui y prospérait auparavant. Si une telle éruption devait se produire de nos jours, elle recouvrirait le Colorado, l'Utah et le Wyoming de presque 1 mètre de cendres volcaniques toxiques. De nombreuses régions seraient plongées dans l'obscurité. Même la côte, où vit la majorité des Américains, connaîtrait des problèmes avec la propagation du nuage de cendres. La catastrophe détruirait les récoltes et contaminerait les pâturages, interrompant les lignes et les transformateurs électriques. Alors, je suis sûr que tu seras d'accord avec nous. C'est une très bonne chose qu'une telle catastrophe ne soit pas prévue de sitôt. Et on a déjà bien assez d'autres choses à gérer. Tsunami démesuré, tornade destructrice, météorite géante, tremblement de terre dévastateur. Mieux vaut avoir une bonne assurance. Mais toutes ces catastrophes naturelles sont plutôt mineures comparées à l'éruption d'un volcan. Certains volcans peuvent détruire une ville entière, comme ce fut le cas pour Pompéi, ou certaines îles de l'océan Pacifique.
Mais il existe un type d'éruption dangereux, capable de détruire toute vie sur la planète. Ce type d'éruption résulte en ce que l'on appelle une inondation basaltique. Mais tout d'abord, voyons ce qu'est un volcan. Des rivières de métaux liquides ardents et de roches incandescentes s'écoulent dans les profondeurs de notre planète. Plus elles se trouvent profondément, plus elles sont chaudes. La source de cette chaleur est le manteau, qui est la couche intermédiaire de la Terre située entre le noyau et la croûte. Ces coulées ardentes sont ce que l'on appelle le magma, et elles s'infiltrent partout. Mais nous ne ressentons pas leur chaleur en raison de l'épaisse couche qui constitue la croûte de notre planète. Le magma étant plus léger que la croûte, il tente toujours de remonter à la surface. Et à certains endroits, il y parvient. À la jonction des plaques tectoniques, notamment, il jaillit lorsqu'une plaque se déplace sous une autre plus épaisse. Lorsque le magma atteint la surface, il devient de la lave. Cette substance brûle le sol environnant et se refroidit rapidement. Elle durcit et forme une nouvelle couche de roche. La prochaine coulée de magma se répand sur cette couche. Et c'est ainsi qu'une montagne apparaît, couche après couche, au cours de millions d'années. Et depuis sa gueule béante, une faille des plaques tectoniques fait jaillir du magma. Cette montagne s'appelle un volcan. Elle crache de la lave et des cendres dans le ciel, puis s'endort et se réveille lors d'une nouvelle activité sismique. Imagine maintenant que plusieurs volcans géants se mettent à vomir une quantité infinie de magma. Le magma ne s'arrête pas et recouvre un continent entier. Il s'agit d'une inondation basaltique, et un jour, cela s'est vraiment produit. Il y a environ 252 millions d'années dans l'hémisphère nord de notre planète, énormément de magma s'est accumulé sous la croûte terrestre. Des milliers de milliards de tonnes de roches en fusion étaient concentrées en un seul endroit, recouvrant un territoire gigantesque. Peu à peu, toute cette énergie incandescente a commencé à s'échapper du sol. Des gaz chauds ont commencé à jaillir en différents endroits du territoire. Le sol tremblait sans cesse et la croûte s'est élevée de plusieurs centaines de mètres. Tout cela indiquait l'approche d'une catastrophe imminente. Et puis, à un moment donné, le magma a commencé à se déverser. Des fontaines de feu colossales ont jailli du sol. Tu vois les geysers d'Islande ? Imagine la même chose, mais des dizaines de fois plus haut, avec de la lave chaude et des cendres au lieu d'eau et de vapeur. Les coulées de cendres et de lave étaient si fortes qu'elles atteignaient les nuages. Sous la croûte terrestre, il y avait une gigantesque bulle de magma et sous la pression de la roche et du sol, elle s'est mise à expulser des jets enflammés. La faille s'agrandissait, le magma s'écoulait partout. Il a commencé à remplir tout le continent. Le flot de lave s'étendait de plus en plus. Les torrents de roches en fusion semblaient sans fin. Des couches de basalte en fusion se sont superposées, formant un gigantesque tsunami de lave d'une hauteur de 50 mètres. Elle s'est déversée du sol au cours de centaines de milliers d'années, inondant forêts, rivières, lacs et prairies. Dans le même temps, des milliards de tonnes de cendres volcaniques se sont élevées dans le ciel. Ce qui a pu entraîner un hiver volcanique, car le dioxyde de soufre contenu dans les cendres réfléchissait au loin les rayons du soleil. Cela a pu faire baisser la température du continent de plusieurs degrés. Ensuite, les poussières et les cendres se sont probablement condensées pour former des nuages gigantesques, qui ont arrosé la surface de pluies acides et toxiques. Enfin, la lave refroidie a formé un épais bouclier gigantesque, empêchant le magma de s'échapper de son interminable bulle de feu. La catastrophe globale était terminée, mais c'était un répit de courte durée. Des milliards de tonnes de magma s'écoulaient encore sous l'épaisse couche de basalte solidifié. Les rivières de lave ne parvenaient plus à atteindre le sommet et se sont donc répandues sur les côtés. Sous l'effet de cette expansion, d'immenses canaux se sont formés sous l'épaisse couche de roches. Ils se sont étendus dans différentes directions, comme une étoile d'araignée, et ont réchauffé la croûte terrestre. Des gaz ont recommencé à s'échapper dessous la surface. De plus en plus d'énergie s'y est accumulée, jusqu'à ce qu'une explosion d'une force inimaginable se produise. Outre le magma, du dioxyde de carbone et des cendres se sont échappés à la surface. Ils ont empli l'atmosphère et ont provoqué un effet de serre. La température de l'ensemble de la planète a augmenté de plusieurs degrés. Cette éjection a provoqué une autre catastrophe qui a commencé, elle, dans nos océans. Les dépôts de méthane, un gaz hautement explosif, se trouvaient au fond des mers. Sous une eau glacée, le méthane était gelé et inoffensif. Mais l'effet de serre de l'atmosphère a réchauffé l'ensemble des océans. Des millions de tonnes de méthane ont commencé à remonter à la surface. L'effet de ce gaz est encore plus puissant que celui du dioxyde de carbone. Par conséquent, lorsqu'il est entré dans l'atmosphère, les températures sur Terre ont de nouveau augmenté. Le globe entier s'est transformé en un véritable sauna. Dans des endroits auparavant frais et humides, la température a atteint celle du Sahara moderne.
Bien entendu, la plupart des animaux et des insectes n'ont pas survécu à un tel cataclysme, mais la vie sous-marine a subi des dommages bien plus importants. La chaleur et le méthane ont réduit la quantité d'oxygène présente dans l'océan. Les poissons et autres organismes marins ne pouvaient pas survivre dans de telles conditions. De nouveaux problèmes sont apparus lorsque des bactéries anaérobiques ont commencé à se multiplier dans cette eau dépourvue d'oxygène. Elles se sont nourries du méthane et du dioxyde de carbone et ont libéré du sulfure d'hydrogène, une substance toxique qui a empoisonné l'eau encore davantage. Environ 75% des animaux terrestres et 95% des habitants des océans ont alors disparu. Cette inondation basaltique a été la seule catastrophe de l'histoire de notre planète à détruire la quasi-totalité des plantes et à réduire aussi considérablement la population des insectes. Plusieurs espèces d'animaux, parmi les plus robustes, ont toutefois réussi à survivre dans ces conditions. Il a fallu environ 10 millions d'années pour que la planète se rétablisse complètement. Après cela, l'évolution a pris un nouveau tournant dans le développement de la vie. Voici maintenant une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que ces inondations basaltiques se reproduiront tôt ou tard et qu'elles ne seront pas moins dévastatrices qu'il y a 252 millions d'années. La bonne nouvelle, c'est que nous avons quelques centaines de millions d'années pour les voir venir. Mais à ce moment-là, l'humanité devra être préparée. Tout commencera au fond des océans. Tout d'abord, des fontaines de lave de plusieurs kilomètres de haut commenceront à faire bouillir l'eau et émettront du dioxyde de soufre dans l'atmosphère, où il réfléchira la lumière du soleil. En plus des cendres et du magma, une quantité gargantuesque de vapeur d'eau s'élèvera dans les airs. Le bétail ne survivra pas, et les gens auront le plus grand mal à respirer. Les pluies acides et l'augmentation de l'humidité causée par l'évaporation des océans entraîneront la corrosion des bâtiments. Tous les vols seront annulés et les gens devront porter des masques à gaz. De nombreux animaux ne pourront pas supporter cette éruption, mais les humains pourraient s'adapter rapidement. Sauf qu'une autre éruption suivra, et cette catastrophe sans fin épuisera bien vite les ressources de l'humanité. Les plantes et les arbres ne se rétabliront pas aussi vite, et la production d'oxygène en sera considérablement réduite. Espérons que l'humanité aura alors colonisé d'autres planètes, y compris en dehors du système solaire. Et maintenant, revenons au présent. Environ 70% de l'activité sismique associée au volcan se produit sous l'eau. Voyons donc comment fonctionnent les volcans ordinaires au fond des océans. L'eau, tout comme la Terre, repose sur des plaques tectoniques. Par conséquent, si leur structure est brisée là où elle se rencontre, le magma s'infiltre au travers. Mais contrairement aux volcans terrestres, la lave ne se répand pas dans différentes directions, brûlant tout ce qu'elle rencontre. Elle se solidifie sous la pression de l'eau froide. Les volcans sous-marins peuvent entrer en éruption pendant de longues périodes, entrecoupées de pauses. Le magma recouvre alors les fonds marins. Après une centaine ou un millier d'années, une nouvelle éruption débute et une nouvelle couche de roches se forme sur la précédente. Pendant des millions d'années, couche après couche, le magma remonte. Et puis un jour, un volcan émerge de l'eau. La lave continue d'en jaillir et accroît sa hauteur. Nous nous trouvons alors devant une grande île volcanique. Puis le volcan s'endort et la vie se développe sur cette terre nouvellement formée. Le magma continue de s'écouler du manteau de la planète, chargé de divers éléments chimiques. Ce mélange ardent sature le sol de substances utiles et favorise ainsi la croissance des plantes et des arbres. Des oiseaux et d'autres créatures se répandent alors sur l'île volcanique qui devient un véritable petit paradis. Puis l'homme arrive, goudronne le paradis pour y faire un parking et ouvre une chaîne de fast-food. Ok, alors fais attention où tu mets les pieds. Des millions de litres de magma chaud se rassemblent en un seul flux et s'élèvent à des milliers de kilomètres sous la surface de notre planète. Une énorme fracture dans une plaque tectonique secoue le sol et remplit l'air d'un fort bourdonnement. Du feu, des gaz, de la lave jaillissent des profondeurs inexplorées de la croûte terrestre. Une catastrophe à l'échelle planétaire vient de se produire et personne ne l'a remarqué. Maintenant, imagine que tu t'amuses sur un yacht de luxe quelque part dans le sud-ouest de l'océan Pacifique en buvant des cocktails et en prenant des bains de soleil. À cet instant, l'une des plus puissantes éruptions volcaniques de l'histoire de la planète se produit juste en dessous de toi. Mais tu ne ressens rien, tu ne fais même pas tomber ton verre. Oui, tu entends un bruit étrange venant des profondeurs de l'océan, tu vois l'eau qui mousse et des morceaux de pierre ponce qui remontent à la surface. Mais ça ne t'affecte pas beaucoup. Alors, comment se fait-il que nous ayons manqué une éruption aussi puissante en 2012 ? Pourquoi les scientifiques ne l'ont-ils découverte que quelques années plus tard ? La réponse est simple, l'eau. L'éruption d'un volcan ordinaire est un énorme désastre.
Il y a des métaux liquides incandescents et des roches en fusion qui contiennent presque tout le tableau périodique à l'intérieur de notre planète. Toute cette soupe est appelée magma et elle est en constante ébullition dans le sous-sol de notre monde. Cette substance chaude est plus légère que la croûte terrestre et remonte en permanence. Heureusement, la surface de la planète est assez solide et ne permet pas au magma de s'échapper. Mais parfois, cette protection échoue. La partie supérieure de la Terre est couverte de parties reliées entre elles, les plaques tectoniques. Ces plaques entrent en collision les unes avec les autres et s'éloignent ensuite les unes des autres. Imagine un grand puzzle en mosaïque en mouvement dont toutes les pièces sont des plaques tectoniques. Et lorsqu'une petite partie de ce puzzle se sépare d'un autre, du magma surgit immédiatement. Ces zones de faille instables avec des fuites de magma s'appellent des volcans. Et quand ils entrent en éruption, ça devient chaud. La lave s'écoule de la cheminée et brûle toute la végétation alentour. Cela s'accompagne de tremblements de terre et d'une épaisse fumée noire. Si un volcan crache du magma trop haut, il retombe à la surface sous forme de pluie de feu. Mais le pire ici, c'est la cendre. Il ne s'agit pas de la cendre qui reste dans ton grill après un bon barbecue. Oh non, les cendres volcaniques sont constituées de particules solides nocives pour tout organisme. Ces particules ne sont pas du bois brûlé, mais divers éléments chimiques. Les cendres volcaniques sont aiguisées, denses et volumineuses. Elles peuvent bloquer la lumière du soleil, couvrir et détruire toutes les plantes, se déposer dans tes poumons. Si tu t'approches trop près d'un volcan en éruption, eh bien, tu ferais mieux d'avoir une combinaison inifugée, des bouteilles d'oxygène, un masque à gaz et un abri souterrain. Alors, tu pourrais survivre, mais il n'y a aucune garantie. En même temps, si une éruption se produit sous l'eau, tu n'as pas à t'en inquiéter. Bien sûr, si tu n'es pas un biologiste marin qui étudie les récifs coralliens à proximité, ou si tu ne passes pas dans cette zone en sous-marin. Dans ce cas, mon garçon, tu as des problèmes. Lorsqu'un volcan sous-marin entre en éruption, cela secoue une zone colossale, chauffe l'eau, détruit les fonds marins. Mais presque rien ne se passe à la surface. L'énorme pression de millions de litres d'eau supprime le pouvoir destructeur du volcan. Les roches en fusion qui sortent de la croûte terrestre sont pressées contre le fond de la mer. Un sous-marin qui passerait par là serait carrément dévié de sa trajectoire et pourrait entrer en collision avec de la lave solidifiée. Heureusement, aucun cas de ce genre n'a jamais été enregistré. Mais cela peut facilement devenir une réalité car les éruptions sous-marines sont assez fréquentes. Plus de 70% de toute activité volcanique se produit sous l'eau et presque personne ne le remarque. Dans la plupart des cas, ces volcans s'endorment immédiatement après leur éruption et ne se réveillent plus jamais. Mais en 2012, quelque chose s'est produit et les scientifiques n'ont pas pu l'ignorer. De gros morceaux de pierre ponce de la taille d'une camionnette ont commencé à flotter dans le sud-est de l'océan Pacifique. Ces roches couvraient environ 400 km². Il y en avait des milliers. Cela ressemblait à un groupe de mini-îles flottantes insolites. Les pierres volcaniques étaient dispersées dans l'océan sur une zone 2 fois plus grande que la Nouvelle-Zélande. Les scientifiques ont déterminé l'ampleur de la catastrophe à l'aide de sonars de profondeur. Ils ont étudié le fond marin à une profondeur de 1200 mètres pendant une longue période et ont découvert 14 cratères d'où le magma s'était écoulé pendant l'éruption. Le fond marin était recouvert de coulées de lave gelée et de tonnes de cendres. Les chercheurs ont constaté que plus d'un tiers des matières volcaniques éjectées ont refait surface et ont été dispersées un peu partout. Le reste est resté au fond. Cela a anéanti toute la vie marine de la région. Il semblerait que cette éruption ait été l'une des plus importantes de toute l'histoire de la recherche. Mais en 2019, les scientifiques ont découvert quelque chose d'encore plus important. Il s'agissait d'un volcan sous-marin 3 fois plus haut que la Tour Eiffel. Selon les calculs des scientifiques, il a éjecté 30 à 1000 fois plus de roches en fusion que le volcan précédent. Ce monstre s'était nourri du réservoir de magma le plus profond du monde que nous connaissions. L'activité sismique était ici si dévastatrice qu'elle a tout détruit autour. Heureusement, pas pendant longtemps. Après toute éruption, la vie réapparaît comme un phénix renaît de ses cendres. Et ce n'est pas une simple figure de style. Les cendres volcaniques et la lave autour du volcan contiennent de nombreux éléments minéraux utiles. Tous ces éléments nourrissent le sol et aident les micro-organismes à se développer sur Terre et dans l'eau. C'est pour cette raison qu'il y a généralement beaucoup de végétation, de fleurs et d'arbres autour des volcans. Et les volcans sous-marins peuvent finir par former des îles.
Il s'agit d'un long processus qui se termine par l'apparition d'un énorme morceau de terre au-dessus de la surface de l'eau. Pour comprendre comment cela se produit, il faut remonter des millions d'années en arrière. Alors, allons-y. Tu vois ce volcan sous-marin ? Il y a des dinosaures marins, des requins géants et des poissons primitifs qui nagent autour. Maintenant, le fond de la mer commence à trembler. Le volcan libère des tonnes de magma et de cendres. La pression de l'eau repousse immédiatement toutes ces choses vers le fond. L'éruption peut durer longtemps. Le magma libéré soulève le fond de la mer. Après des centaines, voire des milliers d'années, une nouvelle éruption commence. De nouveaux flux de magma créent une nouvelle couche au-dessus de la précédente. Pendant des millions d'années, couche par couche, le volcan grandit. Il s'élève lentement grâce à des éruptions constantes. Bien sûr, avec le temps, certains volcans s'endorment, mais celui-ci continue d'entrer en éruption. Et puis un jour, la roche volcanique atteint la surface et une île émerge. Après de nombreuses années de plus, le volcan peut s'endormir. Après cela, la vie est susceptible d'apparaître sur l'île. De l'herbe, des fleurs, des arbres, des animaux. La zone qui était autrefois un fond marin en ruine grouille de vie maintenant. Les îles volcaniques ont des écosystèmes uniques, car elles se développent séparément de tous les continents. L'observation de ce genre d'îles aide les scientifiques à comprendre comment la vie sur Terre évolue. De nouvelles espèces d'oiseaux, d'animaux et d'insectes peuvent vivre sur ces morceaux de terre. Des centaines d'îles dans le monde sont apparues grâce aux éruptions de volcans sous-marins. Tu peux les trouver à Hawaï, en Indonésie et en Islande. Beaucoup d'entre elles sont habitées par des personnes qui ont construit des villages et des villes. Il est arrivé qu'un volcan entre en éruption alors que des gens vivaient littéralement dessus. C'est ce qui s'est passé sur la petite île d'Aogashima, située au sud de Tokyo. Les habitants ont construit une belle ville dans le cratère d'un volcan actif. Et en mai 1785, une éruption a commencé. Personne ne s'attendait à ce que cela se produise. À un moment donné, des milliers d'oiseaux se sont élevés dans le ciel et se sont envolés de l'île. Puis, le sol a commencé à trembler. Un son lourd et grave a secoué l'air. Une épaisse fumée est apparue au-dessus du sommet du volcan vert. Le cratère a commencé à cracher de la terre, d'énormes rochers et des morceaux de magma rougeoyants dans le ciel. La catastrophe a duré plusieurs semaines. Les gens ont réussi à évacuer, puis finalement, le volcan s'est calmé. Après cela, un long processus de récupération a commencé. Les habitants de la ville ont reconstruit les maisons, les routes, les infrastructures. Plus de 200 ans se sont écoulés depuis ce moment. Et pendant tout ce temps, le volcan ne s'est jamais réveillé. Et malgré le risque d'une nouvelle éruption, les gens continuent à vivre là. La population augmente, de nombreuses personnes d'autres villes et pays viennent y habiter. La principale raison pour laquelle... Lorsque l'on pense au volcan actif, une région nous vient à l'esprit. Il s'agit de la ceinture de feu du Pacifique. Les 3/4 des volcans de la Terre se trouvent dans cette ceinture. Compare cette région à l'Australie, qui n'a aucune activité volcanique. Le vieux continent européen est également calme. C'est en tout cas ce que nous aimons penser. Quel est le volcan le plus actif d'Europe selon toi? Si tu penses à l'Etna, en Sicile, Italie, tu as raison. Ce volcan est entré en éruption environ 200 fois et il a été plutôt agité ces dernières décennies. La dernière fois qu'il a fait parler de lui, c'était en août 2023. Le plus haut volcan méditerranéen est âgé d'un demi-milliard d'années. Mais en Islande, il y a un volcan beaucoup plus jeune. Il s'est éveillé le 10 juillet 2023. Dans l'après-midi, 3 fissures sont apparues dans le sol sur une péninsule, au sud-ouest de l'île. C'était à la base d'un petit pic montagneux. Son nom signifie petit bélier dans la langue locale. Le volcan crachait de la lave en fusion très haut dans les airs. Il y avait également des panaches de gaz dans la zone. Mais cet événement n'a pas surpris la communauté scientifique. On en savait déjà beaucoup sur la région qui s'étend entre les villes de Reykjavik et de Keflavik. Le nom de ce volcan est difficile à prononcer. Dites donc, ça fait pas beaucoup de voyelles. Il était déjà entré en éruption lors des 2 étés précédents. Cette activité est survenue après 8 siècles de sommeil. Les jours précédant la dernière éruption, les sismologues, qui étudient les tremblements de terre, ont enregistré plus de 12 000 secousses. Lorsque le sol s'est ouvert en juillet, les fissures dans la mesurée n'est plus d'1 kilomètre de longue. Le lendemain matin, 2 d'entre elles se sont refermées. Toute la lave sortait maintenant de la dernière fissure. Elle s'est transformée en un cône allongé, la forme la plus simple que peut prendre un volcan.
La lave a ensuite rempli un grand cratère. Dès la première semaine, le cône a atteint près de 30 mètres de haut. Et il continue à grandir. La nuit de la première éruption, la lave s'est répandue dans toutes les directions. Ces cendres ont enflammé la mousse des environs. Les autorités ont fermé la zone. Des gaz toxiques s'échappaient des volcans et de la fumée se dégageait de la mousse. Les pompiers sont accourus. Au bout d'une semaine, ils ont déclaré que la zone était sûre. Les visiteurs sont rapidement venus assister à la naissance du plus jeune volcan d'Europe. Cette forme de tourisme est assez développée en Islande. Les gens viennent du monde entier pour observer les volcans en activité. Le pays du feu et de la glace abrite plus de 130 volcans. Une trentaine d'entre eux sont actifs. Je sais ce que tu te dis. Ce type de tourisme est-il sans danger? En Islande, oui. Les autorités surveillent constamment tous les points chauds. L'île est parsemée de plusieurs dizaines de stations sismiques. Celles-ci permettent aux chercheurs de prédire avec précision les futures éruptions. Et les urgences sont habituées à ce genre d'événements. Ils peuvent rapidement boucler les zones à risque. C'est ce qui s'est passé en 2010. Un volcan situé au sud de l'Islande, Eyjafjallajökull, dont tout le monde peinait à prononcer le nom, est entré en éruption. Il a craché un panache de vapeur et de cendres de 11 km de haut. Ça n'a pas été de tout repos pour les voyageurs aériens. Les vents ont transporté l'énorme panache vers le sud-est, en direction de l'Europe du Nord. De nombreux pays ont fermé leur espace aérien pendant plusieurs jours pour des raisons de sécurité. Le volcan est entré en éruption en mars, mais la Terre tremblait déjà depuis janvier. Les sismologues savaient donc qu'une éruption approchait. En ce qui concerne le plus jeune volcan du continent, l'infrastructure touristique est déjà là. Les visiteurs peuvent laisser leur voiture sur un parking prévu à cet effet. Ils effectuent ensuite une randonnée de 5 heures. Celle-ci mène à une plateforme d'observation. Les touristes sont alors si proches de l'épicentre qu'ils peuvent sentir la brume qui se dégage du cratère. C'est la nuit que le spectacle est le plus impressionnant. La sécurité n'est jamais un problème. Les scientifiques renouvellent régulièrement la carte des zones à risque. Ainsi, ceux qui suivent les règles n'ont rien à craindre. Plus d'une semaine après le début de l'éruption, une partie du cratère s'est effondrée. La lave s'est écoulée le long de la pente, à l'ouest. Cette majestueuse rivière incandescente, c'est de la lave qui se déplace lentement. Les scientifiques la classent dans la catégorie HA. C'est un terme hawaïen. Il décrit une lave basaltique dont la surface est rugueuse et cassante. Elle se compose de blocs de lave fragmentés, des pyroclastes. Ils tombent à mesure que la substance s'écoule, laissant apparaître des zones rougeoyantes. Les sections de lave plus froides sont de couleur grise et noire. En avançant, elle émet un bruit de verre brisé. Près d'un mois après l'éruption du nouveau volcan, nous avons obtenu des images d'un phénomène intéressant. Une tornade s'était formée directement au-dessus de la coulée de lave. Ce phénomène s'est produit en raison des températures élevées, 1200 degrés Celsius. Lorsque les conditions sont réunies, une colonne d'air chauffée peut facilement se transformer en mini-tornade. Les scientifiques ont observé un événement similaire lors de l'éruption du mont Kilauea à Hawaï en 2018. Les champs de lave de la deuxième plus grande île d'Europe nous racontent l'histoire de la création de l'Islande. Elle se trouve au-dessus de la zone de jonction des plaques nord-américaines et eurasiennes. Les plaques tectoniques sont d'énormes blocs rocheux de la couche la plus externe de la Terre, la lithosphère. Elles reposent sur une couche de roche partiellement fondue. Toute la lave que nous voyons à la surface commence son voyage. Ici, ces plaques flottent donc sur de la roche en fusion. Leurs limites sont instables. Lorsque deux plaques se frottent l'une contre l'autre, elles libèrent d'énormes quantités d'énergie. C'est ainsi que se forment les volcans. Ce sont les points où le magma remonte à la surface. L'Islande s'est formée il y a environ 60 millions d'années. Les plaques tectoniques se sont éloignées l'une de l'autre, dorsale médio-atlantique. Suffisamment de lave s'est accumulée pour créer un sol solide. Cette ancienne roche se trouve aujourd'hui sous les vagues. Lorsque la nouvelle lave atteint la surface et se refroidit, elle repousse la vieille roche du centre de l'île. C'est pourquoi les parties les plus anciennes de l'Islande n'ont pas 60 mais 16 millions d'années. Les champs de lave actifs du pays sont jeunes en termes géologiques. Certains d'entre eux ont moins de 1000 ans. Les scientifiques considèrent l'île comme une zone volcanique des plus sensibles. Près d'un tiers de la lave basaltique qui a atteint la surface de la Terre dans l'histoire documentée depuis le XVIe siècle provient d'éruptions islandaises.
Des fissures, comme celles qui ont précédé l'éruption de 2023, couvrent 30% du pays. Pour cette raison, seul un quart de l'île est habité. Les Vikings ont été les premiers à s'installer en Islande au début du Xe siècle. La nature leur a réservé un accueil des plus chaleureux. Quelques années seulement après leur arrivée, en 934, ils ont assisté à l'une des plus grandes éruptions volcaniques de l'histoire. Les Vikings venaient d'une région où il n'y avait pas de volcan. Ils n'avaient donc aucune idée de ce qui se passait. Aujourd'hui, les Islandais sont habitués à de tels événements. C'est une bonne chose car leur patrie vient d'entrer dans une nouvelle ère d'activité volcanique. Les volcanologues pensent que les événements récents marquent dans le début de décennies d'éruptions. La péninsule, Reykjanes, qui abrite le plus jeune volcan de la Terre, se trouve à seulement 27 km au sud-ouest de la capitale. Il est inactif depuis longtemps. Les éruptions actuelles nous rappellent que les processus naturels qui ont créé l'Islande, le volcanisme, se poursuivent encore aujourd'hui. Récemment, nous avons découvert qu'il existe un lien entre les éruptions volcaniques du nord de l'Europe et les glaciers. Notre planète a connu au moins 5 grandes périodes glaciaires. Il s'agit de périodes très longues, au cours desquelles la température moyenne de la Terre chute de manière extrême. Le résultat a été l'expansion des couches de glace, glaciers, à travers l'Europe du Nord et l'Amérique du Nord. La dernière période glaciaire s'est achevée il y a environ 10 000 ans. Les chercheurs essaient encore de comprendre comment ces périodes glaciaires affectent l'activité volcanique. Ils pensent que c'est le poids de toute cette glace qui perturbe l'écoulement du magma sous la Terre. Lorsque les glaciers se retirent, la pression diminue. La lave peut alors s'écouler plus facilement vers la surface, où elle jaillit. Alerte, alerte, abandonne toutes tes affaires derrière toi et mets-toi immédiatement à l'abri. Tout le sud de la planète vient d'entrer en éruption. Ceci n'est pas un exercice. Il y a des gens qui courent partout en criant, des voitures qui se cognent les unes contre les autres. Toute la nation est en panique. Tu es sur la côte sud de l'Australie, mais le ciel est noir et s'étend à perte de vue. Un ami en Inde du Sud t'appelle et te dit la même chose. Il pleut des cendres noires. Tu entends des grondements au loin et ce n'est même pas ton estomac qui en est le responsable. Tout le monde se met à courir vers l'intérieur des terres. Les nuages noirs engloutissent tout sur leur passage. Les voitures, les arbres, les bâtiments. Tu ne peux rien voir derrière toi. Tout le monde est paniqué et perdu. Un tsunami déferle sur les côtes et recouvre tout sur son passage. Ceci est la grande éruption de l'Antarctique. L'Antarctique est ce grand continent désertique couvert de glace. En fait, c'est techniquement le plus grand désert du monde. Il est aussi parsemé d'un grand nombre de volcans qui se trouvent un peu partout. Les scientifiques ont découvert qu'il y a 138 volcans en Antarctique, dont 91 sont cachés sous la surface glacée et 47 au-dessus. Et il pourrait même y en avoir d'autres, mais la plupart de ces volcans sont endormis. On lui donne cette appellation s'il est en effet dormant depuis 50 000 ans. La dernière éruption volcanique a été celle du mont Erebus, dans la partie occidentale du continent. C'est le volcan le plus actif de la partie sud du monde et il se trouve à environ 3800 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est aussi haut que 5 Burj Khalifa empilés les uns sur les autres. Il y a tout un tas de volcans dans ce genre qui s'étendent sur tout le continent. Dans la région où il y en a le plus, les volcans s'étendent sur une distance équivalente à celle entre le Canada et le Mexique. Et ce n'est même pas la totalité. Les scientifiques ont prévenu que si l'un de ces volcans intérieurs contenant de la glace entrait en éruption, il ferait fondre la partie occidentale de l'Antarctique et déverserait une immense quantité de glace dans l'océan. Cela ferait monter le niveau de la mer et inonderait de nombreuses terres en danger qui sont déjà menacées. Sans parler des plaques tectoniques qui se déplacent sous la surface et permettent à une partie du magma de se frayer un chemin jusqu'à la surface. C'est déjà assez effrayant de penser à ce qui se passerait si un énorme volcan entrait en éruption, n'est-ce pas? Mais que se passerait-il si tous les volcans du continent antarctique entraient en éruption en même temps? Si tu étais l'un de ces scientifiques sur un bateau en route pour mener des expériences, tu commencerais à ressentir un certain malaise, je crois. Tu remarquerais que l'eau semble aux prises avec un peu plus de courant que d'habitude. Tu regarderais tes collègues scientifiques et verrais que eux aussi ont le même regard inquiet sur leur visage. Lorsque tu débarquerais sur la côte et que tu sortirais tous tes outils et équipements, les choses ne sembleraient pas tout à fait normales. Mais que veux-tu, il faut bien que le travail soit fait.
Tu te diriges donc vers la base et tu t'installes. La routine habituelle. Sur la terre aride, tu vois des manchots empereurs se dandiner. Ils chassent, jouent et font des trucs de pingouins. Mais en regardant autour de toi, tu vois que les pingouins se dirigent tout à coup vers l'océan. Et beaucoup d'oiseaux sauvages de l'Antarctique se mettent aussi à voler vers l'horizon. Bizarre. Puis, le sol commence à trembler et derrière toi apparaît une colonne de fumée qui monte dans le ciel. Les cendres d'un volcan peuvent être très nocives pour toute personne souffrant de problèmes pulmonaires et même pour les personnes en bonne santé. Les gaz qui les accompagnent sont généralement évacués rapidement, mais ils sont également nocifs pour l'homme et provoquent des irritations aux yeux et à la gorge. Donc si tu te trouves près de lui, tu auras peut-être besoin d'un masque à gaz. Ou mieux encore, de t'enfuir. Les gaz et les cendres sont la partie la plus dangereuse d'une éruption volcanique. Même si l'explosion et l'expulsion de lave peuvent sembler effrayants, la fumée dans le ciel peut se répandre au loin et même arrêter les avions qui volent autour. Tu te tournes vers tes collègues scientifiques et ils te signalent qu'il est en effet temps de partir. Fais comme les pingouins et pars à la nage. Mais non, car les eaux sont extrêmement agitées et le grondement devient de plus en plus fort. Soudain, tu vois encore plus de fumée qui monte vers le ciel, mais à différents endroits. Il faut retourner au bateau. C'est triste à dire, mais il faut laisser tout cet équipement pour survivre. Transporter tout ce matériel t'aurait ralenti, mais tu es en sécurité pour l'instant. En regardant derrière toi, tu vois un écran de fumée sombre qui oblitère tous les coins du continent. Les volcans ont différents types d'éruptions. Il n'y a pas juste la version lave éjectée vers le ciel. Elles peuvent être très violentes ou toutes calmes. Certains crachent de la lave et d'autres non. Tout cela dépend de l'environnement et du nombre de gaz qu'il contient. Ou s'il y a de l'eau souterraine, et même de la chimie du magma. Il y a donc de fortes chances que tu vois tous les types d'explosions autour de toi. Certes, tu es sur le continent antarctique, mais il est aussi entouré de lagons et de calottes glaciaires géantes partout. Tu fais de ton mieux pour manœuvrer autour d'elles, mais les cendres tombent tout autour. Le ciel est sombre, car la fumée bloque le soleil. Les cendres volcaniques possèdent différentes tailles et peuvent causer toutes sortes de dégâts. D'une simple irritation des poumons et des yeux à l'étouffement de la végétation et des champs. Et c'est justement cela le problème. Le plus souvent, ces cendres volcaniques sont extrêmement épaisses. Elles peuvent même faire s'effondrer la toiture de certains bâtiments s'il y a trop de cendres accumulées. Sans parler du blocage des routes et de la mise en danger de la vie aquatique. Et cet éclair dans le ciel n'est malheureusement pas le fruit de ton imagination. Les nuages de cendres dans le ciel sont tellement puissants qu'ils créent des champs électriques qui peuvent provoquer des orages. Et ces vilains phénomènes peuvent interférer avec les signaux radio et même déclencher des incendies. De plus, ces nuages sont extrêmement chauds, comme si toute cette coulée de lave n'était pas suffisante pour déclencher des incendies. Eh bien, merci, hein ? Mais il y a aussi les volcans explosifs. Et avec les cendres, il y a carrément des rochers qui volent. Ces débris surchauffés tombent du ciel comme des météorites et peuvent être très dangereux. Tu vois sous tes yeux les rochers frapper les calottes glaciaires et l'eau qui vous entoure. Lorsque tu atteins une zone un peu plus sûre, tu vois les volcans joliment alignés derrière toi, crachant tout ce feu épais et gluant. Mais la mer n'est pas vraiment paisible non plus. Les volcans situés près des océans et des mers peuvent même provoquer des tsunamis. Super! Les tremblements de terre sous-marins secouent le fond des océans et produisent de grandes et puissantes vagues. Évidemment, si tu penses à aller surfer dessus, eh bien, oublie. S'il y a des volcans qui crachent de la lave rouge et chaude, pourquoi toute la glace de l'Antarctique n'a-t-elle pas déjà fondu avant ? La réponse se trouve sous la surface de la Terre. Les plaques tectoniques se déplacent à peine en dessous. On peut même dire sans trop se tromper qu'elles sont stables. Donc, pour une si grande surface, le continent le plus froid de la Terre, les quelques volcans actifs restent insuffisants pour faire fondre toute cette glace. La vraie raison pour laquelle la glace fond est que le niveau de l'eau augmente, ainsi que le courant océanique chaud qui entoure l'Antarctique. Mais ce jour-là, ils entrent tous en éruption en même temps. Mais le problème, c'est que même si on a découvert quelques volcans, on ne sait pas vraiment combien il en reste sous terre, recouverts de glace. Et c'est là que réside la partie effrayante. Certains de ces volcans sont cachés si profondément sous la surface glacée qu'ils se réchauffent actuellement grâce à la lave toute proche. La glace commence à déstabiliser tout ce qui se trouve autour. Celle qui se trouve sur les sommets commence à se fissurer peu à peu. À terme, c'est comme une canette de soda géante qui éclate.
la lave jaillit des profondeurs sous la neige, provoquant d'énormes fissures dans le sol. Et puis le magma trouve lui aussi son chemin pour participer à la fête. Cet invité pas franchement apprécié va commencer à faire fondre les environs, ce qui déstabilisera encore plus le sol. Lentement mais sûrement, la glace autour de l'Antarctique va fondre. Et si toute la glace fondait, le niveau de la mer s'élèverait d'environ 70 mètres. Cela signifie que les villes côtières seraient submergées sous l'eau. Les courants océaniques seraient inversés et les ouragans et les typhons ne pourraient plus faire de pause. La vie sous-marine serait en danger et de nombreuses petites îles disparaîtraient complètement. Et sans parler de la fumée dans l'air qui se baladerait autour du monde et empêcherait de nombreux vols d'avions dans la région du Sud. Et si les vents étaient assez forts, du monde entier... Ah, Kiev! Cela fait des années que tu rêves de venir ici. Sortant ton fidèle appareil photo, tu commences à prendre des clichés des cathédrales, du musée de l'aviation et du fleuve Dnipro, quand, sans prévenir, un énorme boom se fait entendre derrière toi. En te retournant, tu vois quelque chose qui s'élève au loin et qui ressemble à une gigantesque explosion. Oh oh, il est temps de partir, et vite! En juin 2020, ce que les habitants de Kiev ont vu ce jour-là était un nuage en forme d'enclume, une rare formation orageuse dans le ciel. Alors que de forts courants d'air transportent la vapeur d'eau vers le haut, l'air se dilate et s'étale lorsqu'il atteint le bas de la stratosphère. Il pousse le nuage dense pour lui donner la forme d'enclume que tu vois, et parfois, il prend même la forme d'un champignon. Les nuages en forme d'enclume produisent certains des éclairs les plus dangereux de tous les orages. Ces éclairs semblent sortir comme par magie du ciel bleu, alors que l'orage se trouve à plusieurs kilomètres de distance. Ce type d'éclair provient du sommet de l'enclume et peut être 10 fois plus puissant qu'un coup de foudre classique. Les gens ont été tellement effrayés de voir ce nuage géant à seulement 100 km de distance qu'ils ont pensé que quelque chose de terrible avait dû se produire. Les habitants ont diffusé des photos du grand nuage sur les réseaux sociaux avant même que les autorités ne puissent expliquer ce qui se passait. Puis, elles ont réussi à calmer les craintes de la population en l'informant que ce n'était rien de plus qu'un phénomène naturel et qu'il était magnifique. Avant de se dissiper, ces nuages restent généralement dans une même zone, quelle que soit la force du vent. Partons vers la pointe nord du Queensland, en Australie, loin de toutes ces bestioles rampantes. Il est temps de faire une pause et de se détendre à la plage. En te mettant à l'aise, tu remarques qu'une grande ombre passe au-dessus de toi. Puis une autre, et encore une autre. En levant les yeux, tu assistes à un phénomène tout simplement stupéfiant. Ce type de nuage, appelé gloire du matin et ressemblant à un tube massif, est très rare et semble presque rouler dans le ciel. Ils peuvent mesurer jusqu'à 1000 km de long et apparaissent aussi parfois en grands groupes. Ce phénomène est le résultat d'un courant ascendant qui pousse le nuage, créant une apparence de tube, tandis que de l'air humide et plus frais à l'arrière le fait tourner sur lui-même. Dans le sud de l'Inde, entre juillet et septembre 2001, les gens ont été témoins de l'un des phénomènes météorologiques les plus étranges de l'histoire. La pluie était rouge. Beaucoup ont été sous le choc. La couleur était assez vive pour tacher les vêtements. Il y avait aussi d'autres couleurs comme le vert, le jaune, le marron et même le noir. Au milieu d'une mousson, une pluie rouge a commencé à tomber et s'est reproduite périodiquement pendant plusieurs semaines. Les chercheurs ont découvert que cette pluie inhabituelle était tachée soit par de la poussière, soit par des algues. Ils ne sont pas tout à fait sûrs de la façon dont les algues sont arrivées jusque-là, ce qui a rendu cet événement un peu plus troublant. Tu aimes prendre un bain moussant pour te détendre après une journée harassante, mais ta baignoire met trop de temps à se remplir? Problème résolu, rends-toi sur n'importe quelle côte après une grosse tempête et pique une tête. Les marées écumeuses ne sont pas cantonnées à un seul endroit, elles peuvent se former partout dans le monde. Elles sont toutefois plus susceptibles de se produire le long des côtes rocheuses, comme la côte de San Francisco, de l'Irlande du Nord ou de Mooloolaba en Australie. Chaque côte présente des conditions différentes qui forment une telle écume. Si tu prélèves de l'eau de mer dans un verre et que tu l'observes attentivement, tu verras qu'elle est pleine de minuscules particules. De nombreux éléments comme des plantes, des produits chimiques et beaucoup de sel et de minéraux créent la formule parfaite pour cette mousse. Lorsque de puissants courants et le vent mélangent le tout, on obtient quelque chose qui ressemble à de la mousse de lait flottant au-dessus de l'eau. Lorsque des températures glaciales frappent les vergers du Michigan, toutes sortes de choses inhabituelles se produisent. Comme les pommes fantômes. Non, elles ne font pas peur. Mais si tu souhaites en trouver une en hiver, attention.
Toutes les conditions doivent être réunies pour que cela se produise, et il va faire un froid glacial. Il s'agit en fait d'un phénomène météorologique rare causé par le fait que les pommes gèlent sur leurs branches, la pluie recouvrant le fruit d'une fine couche de glace. Les pommes dégèlent ensuite et s'écoulent comme de la compote, ne laissant derrière elles qu'une belle enveloppe de glace. Le fleuve Catatumbo au Venezuela pourrait bien être la zone la plus électrique du monde, avec près de 300 jours d'orage par an. Les orages sont si fréquents qu'ils sont prédits 3 mois à l'avance. Pendant la saison des pluies, en octobre, tu peux voir 30 éclairs en une seule minute. Une expérience vraiment unique. Chaque éclair a l'énergie nécessaire pour alimenter une seule ampoule pendant 6 mois, si bien que ce spectacle impressionnant pourrait alimenter tout le Venezuela pour toujours. Au coucher du soleil, des vents forts circulent autour des 3 montagnes environnantes, formant des nuages d'orage au-dessus de l'eau. Lorsque les gouttelettes d'eau de l'air humide entrent en collision avec les cristaux de glace de l'air froid, cela produit les charges statiques qui provoquent ces orages presque toutes les nuits. Et comme si ce n'était pas suffisant, certains orages ont aussi des éclairs au-dessus d'eux. Les phénomènes lumineux transitoires sont des décharges électriques situées très haut dans l'atmosphère terrestre. Ils sont associés à de puissants orages, mais ils n'ont rien à voir avec la pluie. Ces phénomènes se produisent à une altitude de 50 à 80 km dans la mésosphère. Les lumières artificielles de la nuit font qu'il est beaucoup plus difficile de voir ces éclairs de faible intensité. Si tu en aperçois un, il aura l'air minuscule alors qu'il peut faire plus de 50 km de large. Ces éclairs rouges sont un type de décharge de plasma froid au-dessus d'un nuage d'orage. Ils résultent de l'équilibre des charges de la foudre entre les nuages d'orage et le sol en dessous. Les rouleaux de neige sont l'une des curiosités météorologiques les plus rares, car il faut des conditions parfaites pour qu'ils se forment. Dans toutes les régions montagneuses couvertes de neige, comme les Rocheuses, le vent, la température, la neige, la glace et l'humidité doivent œuvrer de concert pour que nous puissions admirer ces rouleaux. Il faut d'abord une fine couche de neige humide sur le sol. Sous cette couche, de la glace ou de la poudreuse. Puis, une brise assez forte pour faire rouler le rouleau en bas d'une colline, comme une boule de neige. Une fois qu'il a cessé de rouler, il peut avoir la taille d'une balle de baseball ou être aussi grand qu'un pneu de voiture. Tout dépend de la force du vent. Un rouleau de neige nouvellement formé ne restera pas là très longtemps, alors dépêche-toi de le prendre en photo. En regardant le coucher de soleil à l'horizon, les magnifiques violets et roses au-dessus ne sont rien comparés aux 3 soleils que tu vois devant toi. Waouh! Depuis quand la Terre a-t-elle 3 soleils? Ces étoiles fantômes qui apparaissent parfois à côté du soleil s'appellent des parélies. Ils apparaissent souvent sous forme de zones lumineuses colorées à la même hauteur que le soleil au-dessus de l'horizon. On les observe surtout sur un anneau ou un halo où les cristaux de glace reflètent le mieux la lumière. Certains parélies apparaissent aussi à côté de la Lune et sont formés par la lumière lunaire passant à travers les cristaux de glace, mais on ne les voit pas autant que leurs homologues solaires. En prenant des photos dans la nature, tu as enfin trouvé l'endroit idéal pour réaliser le cliché parfait. L'eau cristalline, les pins, les montagnes et la soucoupe volante. Attends, quoi? Une soucoupe volante? Les extraterrestres sont là? C'est ce que tu pourrais te dire si tu voyais un nuage en forme de soucoupe. Il porte le doux nom d'altocumulus lenticulaire. Ce ne sont en fait que des formations nuageuses inhabituelles, au-dessus du sommet des montagnes. Lorsque l'air humide passe au-dessus d'une montagne, une vague se crée si la différence de température est idoine. Lorsque l'air traverse la vague, l'évaporation se produit et un amas de ces nuages peut alors prendre une forme ovale. Donc ce ne sont pas les extraterrestres après tout. Ouf! Le ciel nous tombe sur la tête. Les personnes qui ont déjà vu ces nuages affirment qu'ils semblent tomber du ciel. Les nuages Mammatus ressemblent à de gigantesques chamallows blancs et grumeleux, mais il serait bien difficile de les faire griller. Ces étranges nuages dufteux peuvent s'étendre sur des centaines de kilomètres dans n'importe quelle direction, restant visibles pendant de courtes périodes au bas d'un cumulonimbus ou d'autres nuages d'orage. Ces étranges formations sont dues aux turbulences au sein même de l'orage, créant une base nuageuse irrégulière. Ils peuvent apparaître partout dans le monde. Les mammatus se forment lorsque de l'air humide descend dans de l'air sec. L'air doit être plus frais que son environnement, refroidi par de la glace ou encore chargé